on va s'intéresser à trois manières distinctes dans le temps d'essayer de penser l'État nazi, et que en essayant de s'intéresser à ces trois manières, on va devoir s'intéresser à la fois aux historiens qui ont essayé de penser ce problème-là, aux moyens qu'ils ont pu, dont ils ont pu disposer pour le faire, mais aussi de toute une série en fait de considérations, de configurations qui me semblent faire partie de la même constellation et auxquelles on ne pense pas toujours. C'est ici histoire de dire que les historiens qui pensent le nazisme ont toujours été ce qu'on appelle des historiens du temps présent et qui ne sont jamais seuls quand ils essayent de penser penser les choses. Et donc, tout mon propos va être en fait une succession de trois moments. Un moment qui commence en 1945, qui va se terminer dans le milieu des années 60. Un moment qui commence dans les années 60 et qui va se terminer à la fin des années 80. Et un moment qui a commencé au début des années 90 et dont je présuppose qu'il est en train de s'achever à l'heure actuelle. Ça, c'est pour, si vous voulez, vous donner l'enveloppe temporelle de nos trois moments. Ensuite, quand on parle d'enveloppe, on voit tout de suite qu'il y a une limite, et ce qu'il y a dans cette enveloppe n'est pas simplement les historiens avec les moyens de faire leur enquête. Les historiens, comme je vous le disais, ne sont jamais tout seuls dans tout cela, et il est un peu inexorable que nous rencontrions un certain nombre d'autres personnages qui dialoguent avec l'historien, souvent sans que ce dernier le veuille, mais pas toujours. On va voir des espions, on va voir des policiers, des juges essentiellement, mais on ne peut pas comprendre comment la réflexion historique, historienne, historiographique sur l'État nazi s'est mise en place sans essayer de reprendre un petit peu tous ces personnages. Voilà. Et donc, ça va être toujours le deuxième pilier de notre réflexion sur l'État. Donc, il y aura la réflexion historienne, il y a les compagnons de l'historien, et le troisième pilier sera la question des moyens de la recherche, et donc des différentes documentations qui ont été mobilisées pour tout cela. Alors, la réflexion sur l'État nazi, elle commence très tôt. On peut même dire qu'elle a commencé très vraisemblablement au moment où l'État nazi s'est lui-même constitué, c'est-à-dire à partir des années 30. Je pense que pour nous, ce qui est le plus lisible, c'est que c'est à partir de 1942-1943 qu'on commence à voir apparaître une véritable réflexion critique sur l'État nazi. Donc on a une première phase, si vous voulez, qui va commencer vers 1942, 1943, 1944, et qui se termine, je dirais, dans le milieu des années 60. Alors, qui vont être les acteurs principaux de cette première phase? Eh bien, il y a trois types d'acteurs qui vont s'intéresser à l'histoire de l'État nazi, aux structures de l'État nazi, et qui vont commencer à produire des études un peu critiques là-dessus. Les premiers à s'y intéresser sont des immigrés juifs allemands, souvent juristes ou politologues, et qui en 1942-1944 ont peuplé l'OSS, c'est-à-dire les organes de sécurité, les organes d'espionnage des États-Unis, et qui mettent en place de gros mémorandums de plusieurs centaines de pages, dans lesquels ils mettent en place une première étude de ce que sont les structures de l'État nazi, dans lequel ils montrent bien que cet État nazi est jalonné de limites, de ruptures entre des institutions militaires, des institutions classiques, des institutions militantes qui viennent de naître du national-socialisme, des institutions industrielles, économiques. Et on a dans les archives de l'OSS les premiers véritables travaux d'études du national-socialisme qui sont relativement importants. Quelques années plus tard, on a commencé en 1942, on est déjà en 1945-46, les juges de Nuremberg, qui sont souvent d'ailleurs, eux aussi,
des réfugiés allemands, souvent juifs, anti-nazis, réfugiés aux États-Unis. Les juges de Nuremberg, leurs assistants, hein, je ne parle pas ici de Telford Taylor, mais Benjamin Ferencz par exemple, sont eux aussi en train de produire une masse d'expertise permettant d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'est l'État nazi. Et vous avez enfin un troisième groupe de personnages qui vont intervenir et qui sont les premiers historiens classiques allemands, des historiens qui la plupart du temps étaient étudiants sous le Troisième Reich et qui, à la fin des années 40 et dans les années 50, finissent leurs études dans l'Alma Mater allemande, qui n'a à ce moment-là pas connu encore de réforme et qui est une université humanistique dans laquelle les historiens sont formés à la germanistique, donc à la littérature allemande si vous préférez, à la philosophie, à l'histoire et aux humanités classiques. On a donc ces trois types, si vous voulez, de personnages qui interviennent et qui vont former la première constellation de savoir positif sur l'État nazi. Alors, sur quoi s'appuie-t-il pour mettre en place tout cela? Il s'agit au départ, évidemment, bien sûr, d'une histoire sans archives. Hein, les historiens, les futurs historiens de l'OSS, hein, les espions américains, se servent de matériaux imprimés, essentiellement. Mais très vite, à partir de 1945, 1944-45, vous avez ce très grand mouvement qui est mis en place par les institutions internationales et américaines qui consiste à confisquer les archives nazies, à en faire de très grandes sélections et à les mettre à la disposition de l'accusation, mais aussi de la défense, et qui crée une première sélection archivistique qui va être extrêmement importante. Hein. Ce sont des dizaines de milliers de cartons d'archives qui vont obtenir une cotation de Nuremberg, hein, les célèbres NO, PS, etc., et qui constituent, si vous voulez, le premier ensemble documentaire sur lequel se construit un savoir positif sur l'État nazi. Dernier point, si vous voulez, de ce cadre cognitif et documentaire qui est celui sur lequel s'appuie cette première configuration historiographique, ce sont les dynamiques d'accusation à Nuremberg, parce que ces dynamiques d'accusation vont bien entendu énormément conditionner la façon dont les historiens et nos amis espions et juges de l'OSS et de Nuremberg vont orienter la question de l'État. Ces dynamiques d'accusation, vous les connaissez, hein, c'est le crime de guerre, le crime contre l'humanité, c'est aussi le complot contre la paix, c'est l'appartenance à des organisations criminelles. On voit tout de suite très bien comment ces quatre actes d'accusation ont pu conditionner, si vous voulez, la recherche historiographique pendant les 20 années qui ont suivi le procès de Nuremberg. Alors, on a ici, se dessine ici, si vous voulez, une première constellation dans laquelle naît un premier moment de l'analyse étatique du national-socialisme, qu'on peut diviser en trois blocs. Le premier bloc, c'est le travail de Hans Neumann. Hans Neumann était donc un juriste, politologue, qui était avocat dans les années 30 à Berlin, qui s'est beaucoup engagé pour le mouvement ouvrier, qui a été obligé de quitter l'Allemagne en 1933. Il fait un détour par LSI, la London School of Economics, où il fait une deuxième thèse, puis part aux États-Unis. Il rejoint les gens de l'école de Francfort pendant tout cela. Et en 1941-42, il intègre l'OSS et il édite son premier grand livre sur l'histoire du nazisme et l'histoire de l'État nazi, qui s'appelle Behemoth, B-E-H-E-M-O-T. Le Behemoth est un ouvrage extrêmement visionnaire dans lequel Franz Neumann distingue, fait une typologie des institutions étatiques en montrant des institutions qui sont des institutions classiques, l'armée,
les institutions étatiques classiques, la police, les ministères, etc. Les grandes institutions économiques, son grand concept explicatif, c'est celui de capitalisme monopolistique d'État pour essayer de rendre compte des grandes dynamiques étatiques nazies. Et Neumann met ainsi en place, à partir de ce travail qu'il faisait à l'Ouest, la première vraie grande enquête sur l'analyse étatique nazie. Mais on voit très bien, si vous voulez, chez Neumann déjà quelque chose qui est qui fait que autant Neumann rend bien compte du début de la dynamique du Troisième Reich dans les années 33, 34, 35, autant quand il écrit en 1941-42, il est déjà beaucoup trop loin des réalités et il comprend plus aussi bien ce qui se passe à la fin du Troisième Reich que ce qui se passe au début. Il n'en reste pas moins que cette première enquête est une enquête intéressante parce que c'est la première véritable enquête qui mêle l'histoire aux sciences sociales d'un côté, qui en second lieu a une pratique véritablement descriptive et analytique de l'État nazi, et enfin qui constitue aussi un des premiers, on va dire ancêtres, on est en 42, un des premiers ancêtres de la théorie du totalitarisme, par l'analyse du capitalisme monopolistique d'État. Il commence à mettre en place la théorie du totalitarisme. Le deuxième axe de ce mouvement d'analyse étatique, c'est ce que l'on appelait l'intentionnalisme, qui va être représenté essentiellement par ces historiens idéalistes allemands classiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été socialisés dans les universités allemandes de l'après-guerre, universités très marquées par une appréhension un peu hegelienne des choses. Ces historiens essayent de mettre en place une analyse du nazisme. Cette analyse du nazisme, elle va être très marquée en fait par une interrogation qui s'ouvre et qui est extrêmement civique. Vous êtes en face de gens qui sont non pas nés sur des ruines, mais qui ont été socialisés sur des ruines, qui doivent rendre compte à leurs yeux de cette espèce de désastre de civilisation qui fait que la patrie de Kant et d'Hegel s'est retrouvée sur les ruines de 1945. Et ces gens mettent en place quelque chose qui malgré tout a un peu quelque chose de l'ordre de la mentalité magique. Vous avez Klaus von Dung, par exemple, qui écrit un livre qui s'appelle Magie und Manipulation. La magie et la manipulation, c'est la magie et la manipulation d'Hitler qui expliquerait qu'un peuple subjugué se soit allé à la barbarie ainsi qu'il l'a été fait. C'est un petit peu, si vous voulez, cette espèce d'inconscient qu'on sent derrière ce que l'on appelle l'intentionnalisme. L'intentionnalisme étant une théorie marquée par un idéalisme hegelien très poussé et qui fait d'Hitler l'alpha et l'oméga du système, avec une structure étatique qui est montrée comme extrêmement monolithique et très marquée par l'obéissance au Führer. C'est ainsi que l'un des grands historiens de cette génération, qui s'appelle Eberhard Jäckel, écrit 2 livres sur Hitler, l'un qui est une biographie et le second qui est censé partir de la biographie d'Hitler pour montrer en quoi le nazisme est, on va essayer de traduire ça par le nazisme est l'accomplissement d'une idéologie. Vollzug einer Weltanschauung. C'est pas tout à fait idéologie, c'est conception du monde, si vous voulez. Mais ça vous montre très bien comment le présupposé hegelien s'inscrit pour ces gens-là directement dans l'histoire. La troisième dimension de ce premier grand mouvement étatique, c'est bien sûr les études sur le totalitarisme. Alors, vous y aurez une synthèse, si vous voulez, à la fois des travaux de Neumann sur le Behemoth et les travaux de nos amis intentionnalistes sur l'idéologie hitlérienne, avec les études sur le totalitarisme d'Hannah Arendt. Le livre d'Hannah Arendt sort en 1951, et effectivement, il y a plus d'attention au social que chez les intentionnalistes. Chez Arendt, vous avez cette idée de l'alliance entre les élites et les masses. Vous avez l'omniprésence de la propagande, même si Arendt a beaucoup de mal à nous expliquer comment la propagande agit sur les couches sociales. Vous avez enfin l'omniprésence des systèmes de répression. Alors, ici, on a un premier mouvement. On voit bien comment, si vous voulez, il y a
il y a quelque chose de l'ordre de la configuration, de l'ordre de l'inertie, qui fait que tout le monde tire dans le même sens. Les espions, les juges, les historiens, tous travaillant avec la même documentation. Et si vous voulez, cette première configuration, elle évolue de façon extrêmement sans à-coups, sans véritable rupture. L'évolution suivante étant que l'espion Franz Neumann va devenir professeur à Columbia, que l'un de ses étudiants va s'appeler Raoul Hilberg, que c'est lui qui va faire la destruction des Juifs d'Europe, mais qu'entre les deux, Neumann a aussi formé les juges qui ont travaillé avec Telford Taylor, et que tous ces gens vont ensuite peupler les universités, les uns aux États-Unis et les autres en Allemagne, et que tous les gens qui sont autour de Neumann et de quelqu'un qui s'appelle Ernst Fraenkel, qui est aussi un des grands social scientists qui s'occupe de ces questions d'État, tous ces gens vont petit à petit repeupler les universités allemandes qui commencent à connaître leur mutation dans les années 60. Cette mutation, elle fait que ces universités allemandes qui étaient de grandes citadelles du savoir humaniste dans lesquelles on faisait à la fois des chronologies de ducs de Saxe et en même temps on récitait des verbes semi-déponents, s'ouvrent à la sociologie, à la science politique, on y lit Weber, et les historiens de la génération suivante, ceux qui sont précisément formés par Von Dung, par Jekyll, j'ai confondu Jekyll et Jekyll. Jekyll n'étant un grand dignitaire nazi, un grand massacreur, je suis désolé d'avoir fait ça. Bon, quoi qu'il en soit, cette génération d'intentionnalistes qui s'était formée dans une citadelle un petit peu humanistique, qui commence à être les acteurs d'une réforme de l'université allemande, vont former une nouvelle génération d'historiens. Ce shift générationnel, on l'observe un peu partout. On est en train de l'observer chez les étudiants, on l'observe aussi chez les juges, on l'observe aussi chez les policiers. La dynamique générationnelle joue un rôle très important dans les années 60, avec aussi bien sûr le mouvement étudiant, etc. Et la naissance de nouveaux acteurs historiographiques qui vont expliquer aussi la montée en puissance à partir du milieu des années 60 d'une nouvelle école historiographique qui est la fille de ce nouveau système universitaire, qui est le fruit des échanges entre, d'un côté, l'histoire, de l'autre, la sociologie weberienne beaucoup, et la mise en place de nouveaux acteurs historiographiques. En effet, il y a un dernier point à prendre en compte dans cette question-là, c'est en Allemagne, naît à ce moment-là un institut d'histoire du temps présent, l'Institut für Zeitgeschichte, qui prend en charge de façon extrêmement puissante la question du nazisme. Alors, vous voyez ici comment on a vu muter nos historiens. Nos espions étaient devenus des universitaires, ces universitaires vieillissants sont en train de former de nouveaux universitaires qui, cette fois-ci, ne sont plus des historiens philosophes à la Nolte ou à la Jekyll, mais des gens qui ont fait beaucoup de sciences politiques, beaucoup de sociologie, et qui vont s'intéresser dans les archives à de nouvelles thématiques. Et il faut dire qu'ils ont les moyens de le faire, parce que dans les années 50 et au début des années 60, les Américains qui avaient confisqué pratiquement l'intégralité des archives allemandes en 1945, qui les avait quasiment intégralement envoyés aux États-Unis, à Alexandria, en banlieue de Washington, dans lequel ils les avaient reclassés, etc., sont en train de faire un mouvement inverse et de reverser l'ensemble de ces archives nazies dans les archives fédérales allemandes naissantes, non sans bien sûr les avoir toutes microfilmées, bien sûr, et donc est en train d'arriver à ce moment-là, dans les années 50 et le début des années 60, une espèce de monceau d'archives. Ce sont des centaines de kilomètres linéaires d'archives qui arrivent à disposition des chercheurs. Alors je vous simplifie les choses, on n'a pris que le côté occidental, parce que si je devais vous faire la circulation des archives du côté oriental, on n'en serait vraiment pas
on n'en sortirait pas. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que pour cette nouvelle génération d'historiens qui viennent d'être formés par les Van Dung, les Jekyll et les Neumann, cette nouvelle génération d'historiens-là peut aller dans les archives et mettre en place de véritables études extrêmement précises de la dynamique étatique du Troisième Reich entre 1933 et 1945. Et de facto, si vous voulez, l'Institut für Zeitgeschichte fait émerger une quinzaine ou d'une vingtaine de grands historiens allemands qui mettent en place des enquêtes extrêmement systématiques, les unes sur le fonctionnement de l'État, les autres sont des enquêtes régionales, les troisièmes sont des enquêtes sur la question de l'opinion publique et de la dynamique sociale sous le Troisième Reich, et c'est ici que se met en place cette école qu'on appelle l'école fonctionnaliste. Alors les principaux concepts de cette école, qui sont au nombre de 3, le premier de ces concepts, c'est Martin Broszat qui l'a inventé, c'est le concept de polycratie. Le concept de polycratie, il essaye de montrer que le Troisième Reich a une tendance structurelle à créer de l'institution. Ça fonctionne toujours. Comment je pourrais vous dire ça? L'État sous le Troisième Reich, ça fonctionne comme de la métastase cancéreuse. Ça crée de l'institution tout le temps. Tout le temps, toujours. Dès qu'il y a un problème entre deux institutions, on n'essaie pas le Troisième Reich n'essaye pas de remettre à plat la question des attributions et des fonctions, mais créer une troisième institution en lui confiant des responsabilités ad hoc. Donc on a une tendance centrifuge de l'État à créer de l'institution et à mettre en place une sorte d'expansion mécanique qui est liée à l'inflation et à la prolifération d'institutions. Donc ça c'est le premier concept, c'est la polycratie. C'est Martin Broszat, donc, qui l'invente dans un livre qui s'appelle l'État hitlérien, Führerstaat. L'État hitlérien, ça a été traduit en français. L'État nazi. Oui, c'est ça. Par l'État nazi. C'est Patrick Moreau qui avait traduit ça dans les années 70. C'est ressorti chez Fayard il y a 1 ou 2 ans. Deuxième concept, c'est le concept de radicalisation cumulative. C'est Hans Mommsen qui a inventé ce concept. La radicalisation cumulative, c'est la tendance chez les acteurs étatiques à mettre en place une surenchère de radicalité pour essayer d'attirer la décision à eux. C'est-à-dire que quand deux acteurs se battent sur un même domaine, ils vont proposer des solutions dans ce domaine, les plus ambitieuses possibles, pour que Hitler ou la personne qui doit trancher entre les deux intervienne en leur faveur. D'accord? Et donc, c'est ce qui explique, d'après Mommsen, le fait que les politiques nazies, quelles qu'elles soient à peu près, deviennent toujours de plus en plus ambitieuses, de plus en plus radicales, au fur et à mesure que le temps augmente. Troisième concept, qui est celui qui a été développé par Jan Kershaw. Jan Kershaw étant lui-même un élève de Martin Broszat. Il a travaillé à l'IF7 dans l'un des programmes régionaux mis en place par l'Institut für Zeitgeschichte. Il a travaillé sur les questions d'opinion publique et de dissidence en Bavière. Et son travail suivant a été un travail qui a consisté à importer des interrogations weberiennes dans l'étude d'Hitler. Et donc le concept de domination charismatique a été celui dont il s'est servi pour essayer de rendre compte de la façon dont les acteurs de la machine étatique essayaient de travailler en direction du Führer. Alors, ça ce sont les principaux concepts, ça marche bien. Ces 3 concepts rendent relativement bien compte de la question du nazisme et de la question de la dynamique de l'État nazi si vous voulez, mais il y a plusieurs lourdes critiques qu'on doit pouvoir adresser à cette école. La première critique, c'est qu'elle s'est formée en opposition extrêmement importante vis-à-vis de la première. C'est-à-dire que là où les gens comme Jekyll et comme Von Dung donnaient un poids excessif, extrêmement important à l'idéologie, ici on a des modèles qui se mettent en place et qui sont marqués par un certain mécanisme.
la radicalisation cumulative, ça n'a de radicalisation et ça n'a de radicalité que par jeu d'ambition et jeu de concurrence entre les organisations, jamais par surenchère idéologique. Et si on veut être un petit peu méchant, j'aime bien l'être de temps en temps, on s'aperçoit qu'on a quand même en face de nous, avec des gens comme Brochat, comme Homzen, et même comme Yann Kershaw, il ne m'en voudra pas de le dire, on a de bons universitaires benonnants et sociodémocrates qui n'arrivent pas à supporter qu'il puisse y avoir de l'idée national-socialisme. Hein. Et que donc, quand ils examinent, si vous voulez, la question des marges de manœuvre et, appelons ça de la motivation des acteurs étatiques, pour eux, il n'y a que l'ambition, il n'y a que l'opportunisme, et il n'y a jamais, si vous voulez, de conformation dogmatique, d'idéologie qui puisse tenir. On a toujours, donc, si vous voulez, des modèles qui sont des modèles qui fonctionnent relativement bien, mais qui, malgré tout, ne font que fonctionner. Hein. Il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de... il n'y a ni liturgique, ni symbolique, ni imaginaire, ni émotion, ni haine, ni angoisse, etc. etc. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, là, le point d'apogée de ce grand courant qui est celui du fonctionnalisme, c'est entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90. Quand en 1992-93, la revue Esprit essaye de se renseigner sur la question du totalitarisme, elle met en place un numéro spécial avec d'un côté Pierre Bourretz, donc un certain nombre de philosophes français qui s'intéressent un peu à la question, et Yann Kershaw, et les gens qui s'intéressent à la question parlent du triomphe discret du fonctionnalisme. Hein, tous les gens qui étaient autour d'Arendt, de Friedrich, de Neumann, voient leur concept complètement battu en brèche, et c'est cette espèce de science politique de l'État et du gouvernement nazi qui a remplacé l'histoire de l'État telle qu'elle était faite par von Link, par Haeckel et par Neumann. Il n'en reste pas moins que tout ça est valable jusqu'en 1989, et que 1989 est un véritable séisme pour l'histoire du national-socialisme, et que c'est sur cette troisième configuration qu'il faut maintenant c'est à cette troisième configuration qu'il faut qu'on s'intéresse, parce que juste ici, comme je vous le disais, les choses se sont faites sans vraiment d'à-coup. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé d'une configuration qui était la configuration intentionnaliste et totalitarienne à la configuration fonctionnaliste, avec une inertie et une continuité extrêmement importante. Et là, l'événement va venir opérer une nouvelle rupture. Et cet événement, il intervient entre novembre 1989 et, je dirais, 1994-1995. Quel a été ce séisme qui a rebouleversé l'historiographie du nazisme, qui a revisité l'histoire de l'État, même si vous vous apercevrez que, en fait, même si l'événement a été extrêmement brusque, dans le fond, la rupture n'a pas été une rupture historiographique. Ce sont les événements qui font rupture, mais ça ne brise pas la continuité historiographique. Les événements, eh bien, pour moi, ils sont de l'ordre de trois événements. Le premier événement, le mécanisme donc, qui va expliquer ce séisme, il est triple. Le premier événement, c'est la chute du mur. Pourquoi? Parce que la chute du mur met fin à une espèce de guerre froide qui existait au sein de l'historiographie du nazisme, avec d'un côté des historiographies occidentales qui étaient, on vient de faire l'histoire, et des historiographies orientales qui étaient des historiographies qui faisaient une histoire du nazisme par l'économique, avec des études très marquées par le marxisme, mais qui faisaient de vraies études de l'industrie lourde, etc., dont les résultats n'étaient pas exploitables comme ça, elles ne faisaient pas sens avec ce que faisaient les autres universitaires, mais qui malgré tout pouvaient être extrêmement intéressantes. Donc la chute du mur a mis fin à cette espèce de clivage qui existait, mais surtout, la chute du mur va permettre, et j'y reviendrai tout à l'heure, va permettre la mise en place d'un séisme documentaire extrêmement important. Deuxième
deuxième mécanisme qui explique ce séisme, c'est un mécanisme qui est inquisitorial et judiciaire. Dans les années 80 et 90, se met en place un nouveau type d'enquête qui explique le renouveau des historiographies du national-socialisme. En effet, les pays de grande immigration, du Canada et l'Australie notamment, se dotent à ce moment-là, au début des années 90, de départements de crimes de guerre parce qu'ils se sont aperçus qu'un certain nombre de néo-arrivants d'une vingtaine ou trentaine d'années précédentes étaient des gens qui avaient quand même un passé un peu compliqué. Des Ukrainiens, des Baltes, qui étaient arrivés au début des années 50 au Canada ou en Australie, et dont on pouvait bien se demander malgré tout ce qu'ils avaient fait pendant cette Seconde Guerre mondiale un peu compliquée. Et dans ces deux pays-là, les ministères de la Justice mettent en place des départements crimes de guerre pour pouvoir déchoir de leur nationalité des gens qui auraient été impliqués dans des crimes de guerre commis par les nationaux-socialistes ou leurs collaborateurs locaux sur les fronts de l'Est entre 1941 et 1945. Et de facto, ces deux départements crimes de guerre vont devenir deux des grands centres d'innovation sur l'État nazi de la période suivante. Troisième et dernier cœur du mécanisme de ce séisme, c'est la guerre en Yougoslavie. Alors ça, c'est une de mes grandes thèses. On ne dira jamais assez combien la guerre de Yougoslavie a constitué un séisme pour toutes les sciences humaines et sociales dans les années 90. Si vous prenez par exemple un champ aussi peu susceptible d'être touché par l'événement qui est l'étude de la préhistoire, et notamment l'étude de la néolithisation, vous apercevrez que deux des grands préhistoriens de cette période, Jean Guilaine et Jean Zlamit, ont sorti en 1996 un livre qui s'appelle Les sentiers de la guerre, visages de la violence préhistorique. Vous lisez l'introduction, il vous explique que c'est en voyant apparaître les images d'Omarska, de Prijedor, les images de ces détenus bosniaques derrière des barbelés, le visage de ces femmes violées, arrivant au plan de leur conscience par les télés occidentales, qui a fait qu'ils se sont posé la question de la violence intersubjective et des traces archéologiques qu'elle pouvait laisser, et qu'ils ont commencé à relire leur compte-rendu de fouille pour faire ce travail sur la violence interpersonnelle dans la préhistoire. Ce mécanisme que je suis en train de décrire pour la préhistoire, il est exactement le même pour le nazisme et pour toute l'histoire contemporaine. On a commencé à se poser la question de la violence de guerre, et notamment de la violence interpersonnelle, après 1991-92, Biatch, et tout cela, etc., etc. Et de facto, si vous voulez, on s'aperçoit très bien que l'une des obsessions historiennes sur le nazisme, qui va être celle des déterminants individuels de l'exercice de la violence sur les fronts de l'Est, se met à se poser après cette période-là. Est-ce que c'est un hasard si Chris Browning, à l'été 1993, c'est-à-dire, vous voyez, un an après qu'ait vraiment éclaté la guerre en Yougoslavie, se trouve à Louisbourg et déterre ce gros dossier sur le 101e bataillon de la police, qui va donner ce magnifique livre qui s'appelle Des hommes ordinaires, dans lequel il pose la question de l'attitude individuelle devant la violence. Donc vous voyez, ce mécanisme, ce triple mécanisme, chute du mur, séisme inquisitorial judiciaire, guerre en Yougoslavie, il est intéressant, et il explique, si vous voulez, pourquoi les temps sont mûrs pour faire changer l'histoire de l'État nazi. À ce triple mécanisme correspond à un séisme documentaire qui est triple lui aussi. D'abord parce que en s'effondrant, le mur de Berlin a ouvert grand ses bras aux historiens occidentaux pour qu'ils aillent visiter ce qui pouvait bien se passer derrière le rideau de fer. Et les historiens occidentaux ont découvert des centres d'archives absolument extraordinaires à Moscou, mais aussi à Tallinn, à Reval, à Riga, à Kiev, à Minsk, à Odessa, à Prague, à Varsovie, à Cracovie, à Lublin, etc. Enfin, je peux vous faire dans tout l'arc occidental du pacte de Varsovie, ont été retrouvées des archives qui étaient de deux types.
d'un côté des archives trophées qui avaient été confisquées par les nazis, par les troupes d'occupation soviétiques. Vous avez à Moscou un Osobi Archive, donc archive spéciale que Serge connaît très bien, et dans lequel il y a des archives de la Gestapo et du SD, donc sur les organes de répression du Troisième Reich qui sont d'une qualité absolument ébouriffante. On y trouve quand même, si vous voulez, l'agenda d'Himmler. Hein. C'est-à-dire que heure par heure, ce que fait Himmler entre 1941 et 1942, au moment où se met en place l'extermination des Juifs. On sait exactement qui y voit, quand il le voit, etc. etc. C'est des documents absolument extraordinaires. On y trouve aussi tous les documents du début de la répression des Juifs, etc. etc. Des documents extraordinaires, donc qui avaient été pris par l'armée rouge et qui étaient conservés au secret comme une sorte d'archive trophée. Deuxième type de documents qui sont extrêmement importants dans ces archives, disons, de l'Europe de l'Est, ce sont les archives de l'occupation très locale allemande. Dans tout cet arc occidental du pacte de Varsovie, donc, les Allemands sont partis au moment où l'armée rouge reconquérait le territoire en laissant des fonds d'archives extrêmement importants et qui permettent de saisir, si vous voulez, la dynamique de l'occupation et les dynamiques de la violence nazie au plan local. Si vous preniez par exemple, on va revenir un tout petit peu en arrière, vous prenez un des historiens fonctionnalistes qu'on a vu tout à l'heure et vous lui demandez, voilà, je m'occupe de la communauté juive de Munich, j'ai bien compris tout ce qui était en train de se passer, mais quand je prends le train numéro 6672 bis qui part de Munich, j'arrive à le suivre, et l'historien vous dira oui, bien sûr, nous arrivons à le suivre, et là, il passe la frontière et il donne le nom d'une ville, et puis le train part. Et vous lui dites, mais alors qu'est-ce qui se passe après? Il vous dit, bah écoutez, on a un peu de mal à savoir, et il est à supposer que... Pas plus. Là, avec les archives que l'on trouve, on saura que le train numéro 6666 bis, il a été envoyé à Riga le 9 novembre 1941, qu'à Riga, il y avait eu un coup de fil de Himmler disant « vous ne devez pas les fusiller », et que malgré tout, le chef suprême de la police des SS de Riga avait décidé que ceux-là devaient être fusillés parce qu'il n'avait pas encore les moyens de les faire rentrer dans le ghetto, parce que les juifs soviétiques qui étaient dans ce ghetto n'avaient pas encore été assassinés pour leur faire de la place. Vous voyez? Et donc, on a comme ceci, si vous voulez, des archives qui permettent de comprendre comment fonctionnent les choses de façon très locale. Et qui donnent des aperçus sur les attitudes institutionnelles et individuelles des acteurs sociaux qui sont extrêmement intéressantes. Ça, c'est un premier type d'archives qui tombe sur les historiens comme ça, comme un séisme. Deuxième type d'archives, pendant toute la période que nous venons de tracer, je vous l'ai dit, on n'a pas du tout parlé de ce qui se passait dans les archives de l'Europe de l'Est. Mais parce qu'il y avait une bonne raison pour ça. Les archives en Europe de l'Est n'étaient pas tenues par des archivistes, mais par les collègues de M. Neumann, qu'on a vu tout à l'heure à l'OSS. Il avait les mêmes qui étaient à la Stasi, au NKVD, etc. Et vous aviez des spécialistes de sciences humaines et sociales qui étaient devenus des policiers politiques et qui montaient des grands centres d'archives, pas du tout classés par fonds, avec un fonds RSH1, un fonds SS, machin, truc bidule chouette, mais des fonds qui sont nominaux et qui faisaient que dès qu'il y avait quelqu'un qui bougeait un peu une oreille en RFA, il y avait un officier de la Stasi ou de la police politique polonaise ou de la police politique soviétique qui créait un fichier avec son nom et toutes les archives qui pouvaient contenir son nom. Et donc, on a ici des archives, disons des archives inquisitoires, mais des archives de police secrète qui se sont créées et que les historiens peuvent commencer à ce moment-là à consulter. Elles sont à Davidshofgarten, une petite banlieue de l'Est de Berlin. Elles sont aussi maintenant désormais à l'IPN, l'Institut de la Mémoire Nationale à Varsovie, et vous avez des fonds du même genre aux archives spéciales de Moscou. Dernier type d'archives qui arrive à ce moment-là aussi à la disposition des historiens. Depuis les années 50, en Allemagne de l'Ouest essentiellement, une nouvelle génération de procureurs avait commencé à mettre en place des archives extrêmement importantes
des enquêtes extrêmement importantes sur l'implication des Allemands de l'Ouest dans les crimes nationaux-socialistes un peu partout en Europe de l'Est. Ces archives, elles avaient été centralisées par les organes inquisitoires, appelons ça comme ça, les procureurs allemands à Ludwigsburg, et elles sont petit à petit, progressivement, mises à la disposition des historiens dans les années 90. C'est ce type de dossier dont je vous parlais tout à l'heure avec Chris Browning. Donc vous voyez, on a ici, si vous voulez, toute une nouvelle documentation qui permet de mettre en place de nouvelles études extrêmement importantes sur l'État. La vision fonctionnaliste de l'État ne va pas en être très changée. La polycratie reste toujours valable, la radicalisation cumulative reste toujours valable, la question de la domination cumulative, pareil. Il n'en reste pas moins que c'est désormais un État multiscalaire qu'on arrive à voir, avec une véritable tension et dynamique centre-périphérie. Il y a des dynamiques qui sont impulsées par le centre, qu'il s'agisse d'Hitler ou des grandes institutions berlinoises, mais vous avez aussi toute la question des marges de manœuvre sur le terrain qui sont extrêmement importantes. Quand je prends le massacre des 6 et 7 novembre 1941 à Minsk, c'est pas, comme voudraient nous le faire croire les intentionnalistes, un massacre qui a été comploté par Hitler en 1919, au moment où il pense à commencer à écrire un Mein Kampf. Ça n'est pas non plus un massacre qui a été ordonné par Himmler de façon hyper radicalisante et centralisante à Berlin quelques semaines plus tôt. C'est un massacre qui a été décidé par une sorte d'aréopage de petits fonctionnaires locaux, les uns qui sont de l'administration civile et qui s'occupent de main-d'œuvre, de chômage, de ravitaillement, et qui poussent à ce qu'on tue les juifs parce que d'un côté ils n'ont pas l'intention de les nourrir et donc ils vont mourir de faim cet hiver, de l'autre ils n'ont pas tellement envie d'avoir à s'occuper des questions sanitaires et à gérer des problèmes d'épidémie, etc. Et tout ce beau monde-là fait pression sur les organes de sécurité locaux, des hommes de la Gestapo et du SD qui sont là au plan local pour qu'ils se débarrassent du problème. Ce massacre des 6 et 7 novembre 1941 est ensuite rapporté à Himmler, qui l'autorise et l'approuve de façon, comment on dit ça, de façon... le ratifie. Le ratifie. Oui, le ratifie, exactement. Ouais, je te remercie. Et donc voilà. Donc, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on a un État qui a enfin ces trois dimensions. On n'est plus dans un État dont la dynamique est une dynamique complètement mécanique. On a affaire à des tensions entre le centre et la périphérie. On a des acteurs qui sont sur le terrain et qui arbitrent entre des considérations qui sont de l'ordre de l'économique, du logistique, mais aussi évidemment de l'ordre des grands choix idéologiques. Ces gens pensent que les Juifs sont leurs ennemis et que ce sont eux les chefs des partisans et qu'ils tiennent les rênes de la grande lutte mondiale contre le nazisme, à la fois à la City de Londres et à Wall Street et à Moscou, et que sur le plan du terrain à Minsk, ils tiennent aussi les terriers de partisans, comme disent les Allemands, etc., etc. Et donc vous voyez, on voit bien comment ici se met en place une large palette, bien plus chatoyante, bien plus complète, qui permet de rendre compte des dynamiques étatiques avec à la fois du fonctionnel, du symbolique, etc., etc. Dernier grand progrès, me semble-t-il, que cette troisième configuration a réussi à faire faire à l'histoire du nazisme, elle s'est faite dans une dialectique présent-passé. Vous avez vu, tout ça a commencé, cette troisième séquence a commencé avec la guerre en Yougoslavie. Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Götzali et qui a essayé, en essayant de comprendre la séquence yougoslave, qui a essayé de se dire il faut qu'on revienne à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour comprendre la grande séquence d'épuration ethnique qui est en train de se mettre en place dans les années 90, il faut revenir à celle de 1939-1945. Et Götzali décide de mettre en place un grand programme de recherche sur la question du déplacement de population entre 1939 et 1995. Et en faisant cela, il va capitaliser toutes ces études sur l'État dont j'étais en train de vous parler
pour mettre en place une nouvelle un nouveau grand horizon interprétatif, toujours très fonctionnaliste, de la question de l'évolution de la pratique nazie des déplacements de population vers le génocide des Juifs. Ce que montre Guezzali dans cet ouvrage qui s'appelle La solution finale, déplacement de population et génocide des Juifs, qui est sorti en 1995 en Allemagne et qui a été traduit en anglais, me semble-t-il, c'est que se met en place, à partir de 1939 et de la conquête de la Pologne, une sorte de jeu de domino ethnique qui ne prend son sens que si l'on prend en compte chacun des grands concepts que mettent en place les fonctionnalistes et que met en place la seconde génération des fonctionnalistes, qui est celle qui travaille à partir des années 90. Le 1er septembre 1939, Hitler décide, prend une décision de principe qui consiste à réorganiser les relations interethniques en Europe à l'aide de déplacements de population. La conjoncture, c'est que 6 semaines plus tard, l'Allemagne a conquis la Pologne et que les territoires polonais sont désormais germanisables immédiatement aux yeux d'Hitler. Qu'est-ce que ça veut dire germaniser? Ça veut dire mettre en place une série de déplacements de population qui sont faits de 3 types de mouvements. D'une part, des expulsions, les unes sur place, les autres plus définitives et à plus long terme de Polonais et de Juifs, et mise en place de mouvements de réinstallation d'Allemands ethniques, c'est-à-dire de gens qui sont de culture allemande, mais qui avaient été laissés hors des frontières de l'Allemagne par les traités de la banlieue parisienne et le traité de Versailles. On a donc, si vous voulez, une sorte de maelstrom d'expulsion et de réinstallation qui se met en place et que les nazis n'arrivent pas, pour des raisons logistiques, pour des raisons économiques, n'arrivent pas à maîtriser. Et ce que montre Guezzali, c'est que les années 1939-1941 sont marquées par une succession de mise en place, de planification de déplacements de population qui tous échouent et tous sont gérés par cette radicalisation cumulative dont nous sommes en train de parler. Quand un plan échoue, les nazis en mettent, pour essayer de résoudre le problème, les nazis en mettent en place un plus ambitieux et souvent plus meurtrier. Parce que le corollaire de tout cela est que ces plans de population aboutissent d'une part à la mise en place de concentrations faramineuses de juifs dans des quartiers qui sont des quartiers réservés et des quartiers séparés des villes, que d'autre part, ces administrations locales nazis en Pologne mettent en place exactement les mêmes mesures que celles qui étaient en place en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils excluent les juifs de la vie économique. Et donc, si vous concentrez les gens, vous les privez de moyens de subsistance, avant même que vous ayez pensé à vouloir les exterminer, les gens commencent à mourir de faim et de façon sanitaire. Vu comme cela, les administrations locales nazies commencent à se dire mais ces gens font n'importe quoi, ils constituent un véritable danger sanitaire, il faut qu'on trouve une nouvelle solution. La nouvelle solution sera une solution encore plus radicale, c'est la solution qui consiste à partir du début de l'année 1941 à décider de déporter ces populations juives qui sont en train de commencer à mourir de faim vers les territoires de l'URSS qui devait être envahi à partir du 22 juin 1941. C'est ce mécanisme-là qui est un mécanisme qui rend bien compte, si vous voulez, de cette nouvelle histoire centre-périphérie de l'État et en même temps de la radicalisation cumulative qui constitue la genèse de la solution finale. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'a été la longue marche, qui me passera l'expression, de l'historiographie nazie, pour essayer de l'historiographie du nazisme, pardon, pour essayer de maîtriser cet ensemble extrêmement complexe d'institutions qui fonctionnent à la fois sur des règles, mais aussi sur des exceptions, sur des unions personnelles, sur des réseaux informels, etc. Et pour essayer de comprendre comment ce système très chaotique et très métastatique a pu à la fois apporter une si grande stabilité à l'Allemagne en guerre totale entre 1941 et 1945 et dans le même temps expliquer aussi une des dernières choses, c'est la très grande solidité du système pendant la dernière année de la guerre. Songeons simplement à une chose. Le 22 juin 1944,
l'armée allemande a littéralement perdu la guerre. C'est le début de l'offensive de Bagration. Et en gros, il est évident, si vous voulez, pour tous les observateurs qu'elle ne se relèvera jamais du choc qu'est la reconquête des territoires par l'armée rouge. Il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là, 50% des morts de la guerre à l'Est sont encore en vie. Alors même que tout espoir de gagner la guerre à l'Est est perdu, la moitié des gens qui doivent mourir dans cette guerre vont se sacrifier alors que c'est le désespoir absolu. Ça aussi, c'est l'une des performances de l'État nazi, et c'est l'une des choses que ont commencé à expliquer les historiens, mais sur lesquelles ils vont devoir revenir dans les prochaines années. Je vous remercie. Mais pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qui est en train de s'achever. Est-ce que c'est la période qui est en train de s'achever et cette espèce vous voyez, à chaque fois, il y a une espèce d'unité de temps et d'activité et de paradigme qui se met en place. Hein, ça a été le cas pour l'intentionnalisme, ça a été le cas pour la première génération du fonctionnalisme, et je sais que ça a été le cas de 1995 à, je dirais à peu près 2011, 2012, 2013. Et je ne sais pas si ce qui est en train de se fragmenter c'est mon regard ou si c'est l'historiographie. Ça, c'est pour ça que j'ai pas osé aller plus loin là-dessus. Mon impression est que le champ historiographique est en train de se fragmenter à l'extrême, avec des gens qui vont faire de la gender history, d'autres qui vont refaire de la nouvelle histoire sociale, d'autres de l'histoire économique, etc. Et qu'il n'y a plus de paradigme unificateur. Mais je ne sais pas si c'est le paradigme qui éclate ou si c'est moi tout simplement qui n'arrive plus à suivre. Il y a une sorte d'alliance qui se met en place entre trois types d'acteurs. D'un côté, des juifs allemands qui vont constituer les meilleurs des social scientists, qui vont peupler à la fois d'abord les universités américaines, Columbia, Harvard, la LSI, puis revenir en Allemagne dans les années 60. En second lieu, des Allemands qui sont plutôt conservateurs, qui ont opéré une sorte d'exil intérieur, qui ont essayé de pas trop se mouiller dans l'université nationale socialiste, et qui vont mettre en place une histoire hyper classique. C'est Haeckel, enfin Haeckel il est un peu jeune, mais c'est von Jung. C'est Vogelin aussi, tu vois, des trucs sur les religions séculières. Un troisième groupe de cette espèce d'alliance un peu froide et silencieuse, ce sont les nazis eux-mêmes. Hein, qui, même quand ils font face à la peine de mort, etc., ont toujours quelque chose à protéger. Ce quelque chose, très souvent, c'est la question de la culpabilité collective allemande. Tu vois, Ohlendorf, il est parfaitement d'accord pour être pendu. Il dit, ouais, j'en ai tué 90 000, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que je veux pas, c'est que par contre, vous nous preniez pour des coupables, que vous preniez l'Allemagne pour coupable et pour un coupable collectif. C'est ça que je veux protéger. Et donc, votre dernier point sur le complot contre la paix, je n'en veux pas. C'est contre ça qu'ils luttent. Et donc, il y a, si tu veux, une sorte de consensus minimal entre ces trois types de populations qui font que, faire une histoire sociale du national-socialisme, ils ne veulent pas le faire. Le nazisme, c'est un tout petit groupe, d'après eux, de fanatiques qui a imposé par la magie à la fois de la propagande et de la répression à tout un peuple la subjuction, et c'est une idéologie hyper minoritaire qui a réussi, par une sorte d'accident d'histoire et par le charisme hitlérien, à prendre le pouvoir. C'est un accident civilisationnel. Et ces trois populations-là ont intérêt à le croire. Hein. Arendt, elle aussi, a intérêt à croire ça. Hein. Donc, il y a malgré tout, tu vois, quand même une sorte de consensus silencieux qui fait que, malgré tout, dans toutes les professions, on va faire l'histoire de la profession sous le nazisme, on va trouver le vilain nazi qui aura trompé la profession, mais qu'au fond, tous les autres, ils voulaient pas ça, ceci, cela. Hein. C'est toujours le même récit qui se met en place, et qui fait que
que ce récit va ressouder malgré tout ces trois types de population, que ces trois types de population vont convaincre tous les autres belligérants du fait que cela est vrai, parce que la guerre froide pointe encore une fois, et que les Américains, les Anglais et les Français n'ont aucun intérêt à mener une épuration totale et absolue de l'Allemagne. Hein. Ils ont besoin de gens pour diriger des hôpitaux, des municipalités, ceci, cela. Et qui peut faire ça? Ce sont des juristes qui ont 40 ans. Un juriste de 40 ans en 1949, qu'est-ce qu'il a fait entre 1933 et 1945? Il a été nazi, point barre. Hein. Il n'y a pas de... un ancien policier en 1946, c'est un grand génocidaire à l'Est, il n'y a pas non plus de photo. Et donc, tous ces gens-là sont de toute façon... capitaux pour reconstruire les sociétés, les diverses sociétés allemandes. Les nazis, les communistes vont dire nous on a épuré, et de facto ils ont épuré, hein, ils ont tué 20 000 personnes. Hein. Donc nous on a épuré, donc il n'y a plus un seul nazi chez nous, les nazis ils sont de l'autre côté. Et dans les trois zones d'occupation, tout le monde dit voilà, nous on a mis en place des tribunaux, tout le monde est passé par ces tribunaux, et on a mis en place une sorte d'amnistie, non, amnistie froide. Hein. Et donc c'est un peu ça qui se met en place, tu vois. Je peux dire encore un mot juste oui, parce que aussi l'historiographie est-allemande du nazisme, elle appuyait à la fois sur la question d'un système économique extrêmement écrasant pour les classes ouvrières, la classe paysanne, etc., et sur un appareil répressif qui était censé être tout puissant, tout omniscient, etc. Alors on sait très bien que la phase suivante, celle des fonctionnalistes, va montrer que dans une ville millionnaire comme Francfort, il y a 1 million de personnes, la Gestapo c'est 1000 personnes. Comment tenir une ville, hein, qu'est-ce que c'est qu'un appareil politique omniscient, omnipotent quand il n'est même pas 1 pour 1000 d'une population, hein. Et donc évidemment tout ça fonctionne sur des questions de circulation de pouvoir et Sylvain. La première sur la question des traces, et notamment de l'historiographie de la Troisième Internationale, pour moi il y a une rupture. C'est-à-dire que on voit bien, à partir de 1933, à la fois la direction du KPD, la direction de la ZOPAD aussi, continuer à envoyer à l'extérieur d'Allemagne nazifiée des rapports sur lesquels on prend position sur la société et le nazisme, sur l'attitude de telle classe par rapport aux événements, etc. etc. Mais je n'ai jamais vu d'exploitation historienne plutôt, non, je n'ai pas vu d'exploitation historique de ces choses-là, j'en ai vu une exploitation historienne. C'est-à-dire que deux générations plus tard, au moment où l'IF7 commence à mettre en place son travail sur la question du social et du Troisième Reich, de la société allemande sous le Troisième Reich, ces rapports deviennent une source pour essayer d'étudier les réactions de la société allemande par rapport au Troisième Reich. Et donc ça n'a pas été un travail d'historien, mais un travail d'archiviste, à mes yeux, si tu veux. Ce qu'ont fait les historiens de la Troisième Internationale sur le national-socialisme, moi quand j'ai commencé à travailler, il y avait le manuel de Pierre Aysobéry, dans lequel les historiens marxistes de l'époque avaient beaucoup travaillé ces questions-là, et moi j'ai étudié ça comme ça, mais je n'en ai jamais vu de postérité. C'est-à-dire que en 1989, cette très talentueuse école est-allemande d'études du nazisme, elle n'est pas morte d'elle-même d'ailleurs, elle est morte sous les coups de l'Académie ouest-allemande, mais les gens n'ont pas eu de survie scientifique à ça. Et donc je suis incapable de répondre plus avant à ta question. Sur la deuxième question, sur l'Historikerstreit, alors l'Historikerstreit, si tu te rappelles bien, c'est 3 historiens conservateurs allemands, Nolte, Hilgruber et, il m'en manque un, Michael Stürmer, qui poussent le bouchon un peu loin sur un certain nombre de choses et qui essayent de dire que l'attitude des soldats face à l'armée rouge
Tu dis? Non, mais la provocation, c'est oui. qu'il renverse... Oui, il renverse... C'est Auschwitz s'explique par la Lubyanka. Voilà. Hein, c'est parce que le stalinisme a mis en place des politiques de répression extrêmement importantes, que les Allemands se sont sentis en danger, qu'ils ont développé le national-socialisme et qu'ils ont, ils ont essayé d'exterminer les Juifs parce que les Juifs auraient été le point originaire du bolchevisme. Alors... c'est là que se pose la question du génocide des Juifs pour Stürmer, pour Nolte, etc., etc. Évidemment, moi, ma tendance, c'est de dire, tu prends un livre de Nolte, tu mets 2 points, ouvrez les guillemets, juste devant le premier mot du livre, et puis tu fermes les guillemets à la fin du livre, et tu as une magnifique source de nazisme. C'est-à-dire que ce que fait Nolte et ce que font les historiens de l'Historiker Streit, c'est une sorte d'herméneutique du nazisme qu'ils essayent de transformer en discours historique, ce qui n'est pas le cas. Hein, mais ils auraient essayé de mettre en place un pas analytique en plus et ils auraient fait une très belle histoire culturelle du nazisme. Mais ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ressentent les choses eux-mêmes. Hein. Dans cette optique-là, si tu veux, il y a eu une occasion manquée, me semble-t-il, au monde des Historiker Streit, et qui aurait pu faire que les historiens autour d'Habermas et de Liefeld qui partent en guerre contre les 3 historiens conservateurs auraient pu à ce moment-là peut-être se servir de ces travaux-là pour remettre cet arrière-plan idéologique qui fait si cruellement défaut dans leur travail, mais ils ne l'ont pas fait. Hein. Ce sont les historiens de la génération suivante, hein, de Gerlach à Michael Wild à Ulrich Herbert, qui ont remis en place ces études très fonctionnalistes, mais en mettant en place l'antisémitisme obsessionnel des nazis, en le voyant du centre vers la périphérie. Alors la question maintenant du sentiment populaire et de l'exemption du peuple des crimes d'État. On dispose enfin maintenant, si tu veux, d'à peu près d'une statistique nous permettant de dire combien de personnes à peu près ont été impliquées dans l'extermination des Juifs en Europe de l'Est. C'est 100 à 150 000 personnes. C'est sur un peuple de 80 millions, c'est pas grand-chose. Il n'en reste pas moins que ça n'est pas le petit groupe de brebis galeuses que l'on a bien voulu nous faire croire, et que cela veut dire que ces 150 000 personnes qui ont tiré, qui ont pull the trigger, qui ont appuyé sur la gâchette, qui ont fermé les portes des chambres à gaz, etc., font partie d'un ensemble, d'un écosystème qui est bien plus grand et qui fait que l'extermination des Juifs n'a jamais été cet angle mort que l'on a bien voulu croire. Les 29 et 30 septembre 1941, quand à Babillard, 33 371 personnes sont tuées en 2 jours, 3 jours plus tard, Paris est au courant. On le sait, Werner Best le dit au Majestic, etc., etc. Et donc, cette question du sentiment populaire, c'est bien la question qui se règle aussi en 1945. Quand je te dis que la moitié des gens, 50% des pertes de la Wehrmacht à l'Est n'ont pas encore été opérées le 22 juin 1944, ça veut dire que les gens, les 50% ne meurent pas contraints de le faire. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie métasuicidaire de la part de larges couches de la population allemande, et notamment des classes populaires qui se met en place à ce moment-là. Hein. Il y a inexorablement quelque chose qui est de l'ordre du consentement populaire au national-socialisme, au moins à la fin de la période, et il y a quelque chose qui est de l'ordre du consentement populaire au génocide des Juifs, et là c'est même plus tellement une question de classe populaire allemande. Le génocide des Juifs, c'est un processus qui a été importé, implémenté par les Allemands en Europe, mais qui est impensable sans un large consentement des populations européennes. Bien sûr. Toutes. Il n'y a pas de... à Belzec, je vous rappelle, il y a 6 Allemands et 120 Ukrainiens. Hein. Et c'est 1 million de morts. Un peu moins d'1 million. 750 000 morts. Et enfin, dernière chose, parti État, État SS. Ce qui est très intéressant chez Brochard, c'est que quand il travaille sur l'État hitlérien, il n'a jamais vu les archives de la SS. Donc tout ça est de l'ordre du... Il renifle. Et toutes les intuitions qu'avait Brochard dans les années 70, on les a toutes vérifiées dans les années 90. Et donc, tu vois, ce qu'il dit sur l'État SS, moi je suis bien sûr absolument d'accord sur tout.
absolument d'accord, surtout quand je regarde mes bons hommes de la SS, le RSHA, etc., je m'aperçois que c'est un appareil qui est en expansion permanente et qui est, plus on avance dans la guerre, plus il est en expansion. Et c'est en 1944-45 que la SS est absolument partout, qu'elle arrive à prendre les derniers bastions même de l'armée et devenir omniprésente absolument partout. Donc je suis absolument d'accord avec lui et je suis content que tu l'aies remis dans l'équation. Voilà. J'aurais deux questions. Premièrement, la relation de l'historien... Ça sorti un livre qui s'appelle Hitlers Volksstaat. Je ne sais pas comment ça a été traduit. Je pense que ça a été traduit en français, j'en suis pas sûr. Ça serait l'équivalent de l'État-providence hitlérien, si tu veux, dans lequel l'hypothèse de Goethe-Sally, c'est de dire les politiques d'occupation nazie ont consisté en une gigantesque entreprise de prédation des territoires occupés en faveur du cœur du territoire allemand pour maintenir des situations alimentaires et sanitaires les plus confortables possibles pour éviter que l'Allemagne ne porte le coup sanitaire, social de la guerre. Et donc, comment Hitler aurait, en gros, si tu veux, acheté la connivence de la population allemande. Donc ça, tu vois, c'est massivement ce que tu es en train de décrire, cette connivence peuple-État. Je pense qu'il y a une autre façon de la voir, cette connivence peuple-État, dans la question de la Volksgemeinschaft, donc cette communauté populaire allemande, qui est une forme utopique de dialogue social qui était censée éradiquer les luttes de classe et construire une société nouvelle. Construire une société nouvelle basée sur un mélange de fraternité, de bien-être, etc. Évidemment, le tout fondé sur une orthodoxie raciale extrêmement forte et sur un eugénisme qui faisait aussi que tout ce qui était malade mental, dépressif, chômeur, homosexuel, etc., finissait par être dévalasté et par être éliminé. Hein. Donc, si tu veux, il y a des modes de construction de cette connivence dont tu es en train de parler qui est extrêmement important, et on pourrait même utiliser Elias pour voir ça, tu vois, avec la question du compartimentage chez Elias, tu vois, il y a des espaces de connivence et des espaces dans lesquels l'État construit ses propres espaces de violence avec la complicité des populations. Là, voilà, Munich c'est génial, et puis on arrive à un petit village qui s'appelle Dachau, ben là on regarde plus. Voilà, et cet espace-là est compartimenté du reste de l'espace allemand, et là, l'État, c'est de notoriété publique, le peuple le sait, l'État s'occupe de ceux qui ne font plus partie du peuple, etc., etc. Et donc je pense que c'est une vraie façon de penser les choses, et ça peut, on pourrait, ce qui serait intéressant de reconstruire ici, c'est la palette des constructions, de construction et d'établissement de ces différentes connivences qui existent. Puis, tout à fait, ça serait une façon de réécrire une nouvelle histoire sociale de l'Allemagne nazie.